Jules Magré à ses parents. Nouan, le 2 juillet 1914. Mes chers parents, l'ordre de mobilisation est arrivé, donc il faut que je me rende à Nantes, mais il faut espérer qu'il n'y aura pas de guerre. Surtout, ne vous faites pas de chagrin pour moi. Moi, je ne m'en fais pas du tout. J'espère que le bon Dieu me gardera, ainsi que mes frères. Je vais laisser un peu d'argent au régisseur qui me donne un reçu, et si des fois le malheur en voudrait que je meure pour la France, vous pourrez lui écrire et lui demander tout ce qui m'appartient. Voici mon adresse. Monsieur Fontenas, Château du Plessis, Nouan, Indre-et-Loire. Je ne vous l'envoie pas, car j'ai peur que vous ne pourriez pas la retirer à la poste. Vous n'avez rien à craindre, elle est en lieu sûr. Le patron n'est pas rentré et nous n'avons pas de nouvelles de lui. J'écris à ma marraine en même temps qu'à vous. Voici où je dois rejoindre. 17e, 5 bataillons, caserne Cambronne à Nantes. Donc, chers parents, je vous embrasse tous, père, mère, frères, sœurs, neveux et nièces, enfin toute la famille et tous les amis. Je vous dis au revoir dans l'espoir de pouvoir nous revoir encore, car il faut bien se dire que tous ceux qui vont ne sont pas tués. Pierre et René doivent partir aussi. Je vous embrasse encore une fois. Votre fils qui vous aime et qui pense à vous. Vive Dieu, vive la France. Ayons du courage, moi j'en ai et n'aie pas peur. Jules. Jules Magré, cultivateur, 265e régiment d'infanterie, est blessé le 27 août 1914 à Guinchy, dans la Somme. Il meurt le lendemain à 27 ans. La famille, sans nouvelles de ce fils célibataire, apprendra, suite aux démarches faites par son employeur, pour retrouver sa trace, qu'il est enterré à Guillemont. Ses deux frères l'ont suivi au combat et dans la mort. René sera tué le 14 juillet 1915 à Cervon, dans la Marne. Il avait 39 ans. Pierre sera tué le 14 mars 1916 à Morhomme, dans la Meuse. Il avait 31 ans. Joseph Gervaux à ses parents. Limburg, le 27 mars 1915. Chers parents, j'ai reçu votre lettre et le colis que vous m'avez envoyé, qui m'a fait bien plaisir. Le colis contenait du beurre, 1 kilo de chocolat, 3 mouchoirs, 2 paires de chaussettes, 4 paquets de tabac, 2 papiers à cigarettes. J'ai reçu aussi une carte que Cécile m'a envoyée. Vous avez trouvé drôle que je ne vous avais pas écrit depuis 7 mois. Je ne pouvais pas, je vous dirai pourquoi à mon retour. Votre fils qui vous embrasse de loin, Gervaux Joseph. Joseph Gervaux reviendra de la guerre. Joseph Tranchant à ses parents le 11 mai 1915. Je vous écris 2 mots pour vous donner de mes nouvelles qui sont très bonnes pour le moment et j'espère que ma lettre vous trouve comme elle me quitte. Je n'ai pas vu Joseph Godet ces jours-ci, mais il est en bonne santé et Jean-Pierre aussi. Je vous dirai qu'on est sorti des tranchées hier soir, on est au repos jusqu'au 17 mai. Je vous dirai que mon cousin Pierre-Marie m'a envoyé une carte hier, mais il me souhaite simplement que le bonjour, et puis il dit qu'il est en bonne santé. Mon cousin François n'a pas écrit depuis un moment. Je vous dirai que du côté d'Arras, il s'est passé de fameux combats. Ils ont fait beaucoup de prisonniers et pris des canons la nuit du 12 au 13. Ils se sont battus toute la nuit à la baïonnette. On a avancé de 2 kilomètres de l'autre côté d'Arras, mais pas sans perte. Vous devez avoir cela sur le journal. Je vous dirai que si on est venu en repos, c'est pour attaquer nous aussi. C'est le 11e corps qui attaque. Le bombardement durera 3 jours. On commence à bombarder le 17 jusqu'au 27.
Après, il faudra voir si on peut avancer. Je vous dirai que quand vous aurez reçu ma lettre, si vous allez le dimanche au calvaire de la Madeleine, vous donnerez l'argent d'une messe au bienheureux Père de Montfort pour mon intention. Enfin, il faut espérer que ça marchera bien et qu'après l'attaque, je vous écrirai comme ce sera passé. Il y a dans les 9000 obus par canon à lancer, il y a plus de 500 pièces de canon où que nous sommes. Je termine ma lettre en vous embrassant tous de tout mon cœur. Joseph Tranchant. Joseph Tranchant, cultivateur, 137e régiment d'infanterie, est blessé fin 1914 et soigné à l'hôpital temporaire numéro 3 à Nantes. Un sauf-conduit délivré le 2 janvier 1915 par le maire de Missillac autorisera son père Jean-Marie à lui rendre visite à Nantes. De retour au front, il est à nouveau blessé le 12 juin 1915 à Ébuterne. Il y meurt le lendemain des suites de ses blessures. Jean-Baptiste Gauthier à Jacques Gauthier, Lebrun. Minden, le 31 mars 1915. Chers parents, je vous écris ces quelques mots pour vous donner des nouvelles qui sont assez bonnes pour le moment. En bonne santé, je désire que vous soyez de même. J'ai reçu un colis le 8 et le 21 mars, chocolat, sardines, etc. Je les reçois tels que vous les envoyez. Envoyez un tous les 8 jours du pain de ménage aussi. Je les reçois exactement comme vous les emballez. Je n'ai pas encore touché mon mandat. J'espère que ces jours-ci, envoyez un tous les mois de 10 francs. Il y a un moment déjà que je n'ai pas reçu de lettre de Pierre. Il m'écrit de temps en temps. J'ai reçu plusieurs lettres. Écrivez-moi souvent. Bien le bonjour à tous, l'oncle Jean et les voisins ainsi qu'au Bouel. Bonne santé à tous, au revoir. Jean-Baptiste Gauthier, cultivateur, mobilisé le 3 août 1914, est fait prisonnier et interné à Minden en Allemagne. Il décède au camp le 5 décembre 1918, sera inhumé au cimetière militaire avec croix et inscription. Louis Moi à son père. Le 17 juin 1917. Cher père, je fais réponse à ta lettre du 25 mai que j'ai reçue ce matin, qui m'a fait bien plaisir que tu maintiens la santé à peu près. Pour moi, je suis bien pour le moment. Je ne reçois pas aussi souvent de tes nouvelles, malheureusement, d'apprendre la mort de mon cousin dont je pensais beaucoup. Les bons remerciements à la chère sœur Marthe, ainsi cousin et cousine Brisson, et toute la famille et amis que je n'oublie pas. Je t'embrasse bien fort et pense à toi, ton fils dévoué, Louis Moi. Louis Moi, 265e régiment d'infanterie, est fait prisonnier en septembre 1914. Il meurt en 1915. Joseph Paelleux à sa femme, le 16 septembre 1918. Chère femme, quelques mots ce soir. Il continue toujours à faire du beau temps ici. Je ne sais pas s'il en est de même chez nous, mais je l'espère. J'ai reçu aujourd'hui une carte que tu m'as envoyée pendant que j'étais à la Grande Chapelle. Elle a mis le temps à venir. La jument de Branguédon n'a sans doute pas encore été réquisitionnée, car Théophile m'en parle dans sa lettre. Mon tour de permission s'est avancé par mon changement de batterie. S'il n'y avait pas d'arrêt, je pourrais peut-être partir à la fin d'octobre. Il y a encore loin d'ici là. Et il peut y avoir bien du changement. Rien d'autre chose de nouveau ici. Croyez tous à ma sincère affection. Joseph Paelleux. Joseph Paelleux rentrera dans ses foyers. D'Alphonse Poulard, prisonnier à Pierre Poulard. Master, le 22 juillet 1917. Mes chers parents, je suis en très bonne santé et j'espère bien que ma carte te rejoigne de même, chers parents. Je suis toujours en quête de ce que fait le frère Louis, mais je crois que s'il est atteint de gaz, c'est très mauvais.
Quand vous m'écrirez, vous me donnerez des nouvelles de tous, ainsi que des beaux-frères. Chers parents, je suis maintenant à faire la moisson depuis 8 jours, mais il ne fait pas beau, il tombe de la flotte. Je vous dirai que nous sommes à 4 Français dans la ferme depuis 3 semaines, et je m'ennuie pas trop en ce moment. Ici, on parle beaucoup de l'échange de prisonniers, mais moi, je ne m'attends pas à être du nombre. Je termine en vous serrant la main de loin. Bonjour et bonne chance à tous, et un bonjour de Maisonneuve. Alphonse Poulard rentrera dans ses foyers. Désiré François Leroux, mon grand-père. Je suis né le 1er janvier 1884 à la Couillardet, le village du Vilanon, commune de Missillac. Mon nom est Désiré François Leroux. Je suis le fils cadet d'une fratrie de 5 enfants. Mes parents sont Pierre-Marie Leroux et Marie-Julie Goujon. Mon grand-père était le frère aîné de la centenaire de Missillac, la mère Leroux. Incorporé le 3 août 1914 dans le 2e régiment d'infanterie coloniale, je laissais ma chère femme et mes 3 petits à la maison. Jeté dans les combats, je suis sévèrement blessé à la cuisse, ce qui m'éloigne du champ de bataille pendant près de 7 mois. J'ai beaucoup souffert. Ma convalescence s'est déroulée à Vichy, où je fus bien traité et retapé pour regagner les tranchées. Cette blessure, je l'ai eue dans un face-à-face avec un soldat ennemi. Nous étions tous les deux touchés, nos fusils déchargés. Le soldat allemand entreprend de recharger. Dans un instinct de survie, je prends mon fusil par le canon et frappe la tête du gars en face. Un grand coup sur le casque, à pointe. Je lui défonce le crâne. Je suis sauvé. J'ai même rapporté le fusil et le casque comme trophée. Mais, en 1940, j'ai préféré les jeter dans le Brivet, craignant les représailles des Boches qui nous envahissaient de nouveau. Cité 2 fois, j'ai obtenu une de mes 2 étoiles le 16 avril 1917, lors de l'attaque du chemin des Dames. Rentré de la guerre, j'ai repris mon travail à l'usine de Trignac. Je suis passé contremaître, je suis resté en poste jusqu'en 1932, date de fermeture de l'usine. Ensuite, un copain de tranchée, qui était directeur des chantiers Hello, me donne un travail jusqu'à ma retraite. Je suis resté très actif avec les anciens combattants, collectant les cotisations et participant aux différentes commémorations. Quelquefois avec mon cousin, le révérend Père Leroux. Mon frère Jean-Baptiste repose au carré militaire de Joinville. Il est décédé le 22 novembre 1918 de maladie pulmonaire contractée dans les tranchées. Il avait été retiré des combats, évacué malade pour travailler dans les forges de Fronge, détaché article 6. Je ne l'ai jamais su, mais quelques jours avant la fin du conflit, je suis passé à quelques kilomètres de l'hôpital, où il décédera 11 jours après l'armistice. J'ai de nombreux cousins sur le monument aux morts de Missillac. Béatrice, sa petite fille. François Leroux, cultivateur, 4e régiment de Zouaves, est porté disparu le 20 avril 1917 à Heurtebise, sur le chemin des Dames. Après avoir mené un combat courageux de 4 heures sous un bombardement d'obus de gros calibre. Soldat Yves Potrel, raconté par son petit-fils Pierre Corbillet. Né le 19 mars 1874 à Garouette, mon grand-père, Yves Potrel, habite l'Épau en Notre-Dame-de-Grâce, où il tient une ferme. Il est marié et père de 4 enfants quand la guerre est déclarée. Mobilisé le 13 août 1914, il est affecté au 81e régiment territorial, 5e bataillon, 20e compagnie. Après un séjour à Brest, il est envoyé à Bar-le-Duc. Il se bat au chemin des Dames, à Verdun. En décembre 1915, il est affecté au 117e régiment territorial, guetteur aux Éparges. Près de Verdun, il est blessé à la tête par des éclats d'obus, peu avant minuit le 31 décembre 1915. Il ne sera secouru que vers 5 heures du matin, le 1er janvier 1916, à la relève des brancardiers. Évacué sur l'hôpital de Verdun, il sera opéré rapidement. La trépanation sera réalisée par le docteur Brodier, dont c'est la spécialité. Il sera soigné par sœur Perpétue et M. Champenois, infirmier. Il passe sa convalescence à Nîmes, puis à Lyon. Une fois rétabli, il est démobilisé en 1917 et renvoyé dans ses foyers.
Le trou qui subsiste au-dessus de sa tempe n'est recouvert que par une peau fragile, qui l'oblige à porter une plaque métallique en protection. Sa blessure ne lui permet pas de reprendre son travail à la ferme. Il obtient donc une place de buraliste à Missillac, où il s'installe avec toute sa famille. Il construit la maison qui abrite encore le tabac-presse et finit sa vie à Missillac en novembre 1958, à l'âge de 85 ans. Il sera titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre avec palme. Histoire de Jean-Marie Poitvin, 1895-1975. Parti à la guerre en 1914, à l'âge de 19 ans, après 3 mois de classe, il est envoyé au front. 3 de ses frères suivront. Pour lui, cela a été la première occasion de prendre le train et de boire du café. Il participe au combat de la Somme en 1916 et de l'Aisne en 1917. Le 12 février 1918, il est blessé aux jambes et à l'œil et est cité à l'ordre du régiment. Après l'armistice, étant célibataire, il est affecté pendant 2 ans à la garde de prisonniers polonais dans des fermes. Sa famille se souvient qu'il était très pieux et qu'à chaque montée au combat, il mettait son chapelet autour de son cou. Ses camarades se moquaient de lui. Pourtant, lui seul eut la vie sauve le jour où une grenade allemande tomba sur la caisse de munitions qui se trouvait dans la tranchée où il combattait avec ses compagnons. Quand il revenait chez lui en permission, environ tous les 6 mois, les familles ayant perdu un des leurs, mort pour la France, disaient « C'est toujours les mêmes que l'on revoit ». Parti imberbe en 1914, il ne s'est jamais rasé depuis le début de la guerre, mais sa barbe a poussé, et les prisonniers ne trouvent pas cela bien. « Vous, pas beau, sentinelle !» Il décide de le raser quasi de force, avec un coupe-chou. Comprenant son appréhension, le barbier improvisé lui montre une photo de sa famille et son chapelet. Peu rassuré, et se méfiant tout de même, il confie son arme à un collègue avec ordre de tirer si le rasage se passait mal. Précaution inutile. Il sera titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre. Jean Hugron, 32e régiment d'infanterie coloniale à ses parents. Münster, le 8 juillet 1917. Mes chers parents, je suis toujours en bonne santé. Je désire que ma présente vous trouve de même. Il y a un beau moment que je n'ai pas reçu de vos nouvelles. Malgré cela, j'aime à croire que vous êtes tous en bonne santé et que Virginie est complètement rétablie. J'espère que vous recevrez de bonnes nouvelles de Pierre. Hier, j'ai reçu 2 lettres de Rose qui me dit qu'elle est bien pour le moment. Je termine, mes chers parents, en vous embrassant de tout mon cœur. Votre fils bien affectionné, Jean Hugron. Jean Hugron rentrera dans ses foyers. Carte de correspondance des armées envoyée par Pierre Griveau à sa fille. Ma fille Marthe, je te souhaite une bonne et heureuse année et que tu pries le petit Jésus pour qu'il ramène avec toi le plus vite possible ton père qui est toujours à la guerre. Ton père qui t'embrasse pour la vie. Pierre Griveau. Les cartes de correspondance des armées de la République devaient être remises par les soldats au Wachtmestre. Elles ne devaient porter aucune indication du lieu d'envoi, ni aucun renseignement sur les opérations militaires passées ou futures, sous peine de ne pas être transmises. Pierre Griveau rentrera dans ses foyers. Soldat David, un ami de Joseph Tranchant, à ses parents. Bettencourt, le 1er juillet 1915. Mes chers amis, je m'empresse de rendre réponse à votre lettre du 26 que j'ai reçue hier soir, et ce n'est pas moins sans peine que je me mets en devoir de vous donner les renseignements précis de Joseph, qui était pour moi un grand camarade. Cher ami, votre fils a été tué le 15 dans l'après-midi d'un éclat d'obus à la tête. Ses souffrances ont été bien vite terminées. Il a rendu le dernier soupir presque aussitôt, ce qui valait mieux pour lui, le pauvre Joseph, que de souffrir pendant des heures pour mourir ensuite. Maintenant, pour vous indiquer l'endroit où il est enterré, nous l'avons enterré près d'un petit bosquet d'arbres à environ 600 mètres de serre. À mon grand regret,
parce que comme il était tout seul, deux camarades de Missillac à ma compagnie, j'aurais été content de le rapporter au cimetière des Buternes. Mais depuis le mois d'octobre, il y a des troupes là. Il y a eu déjà bien des soldats enterrés dans ce cimetière, et les premiers jours de l'attaque, qui était le 7, nous en avons transporté beaucoup, ce qui a rempli le cimetière bien vite. Alors là, nous avons eu ordre d'enterrer les morts sur le terrain, et vous comprenez bien qu'au régiment, on est obligé de faire ce que l'on est commandé. Nous avons mis sur la tombe de Joseph une croix avec son inscription. Il se trouve environ à 2 mètres en avant de la ferme de Toulevent. Mes chers amis, je n'ai rien de plus à vous apprendre. Cela me fait bien de la peine de vous annoncer ces tristes nouvelles. Je partage de cœur avec vous votre malheur. Je vous laisse, en vous adressant mes sincères condoléances, recevez mon bon souvenir, soldat David. Pierre Sébillot à sa sœur, 1er octobre 1915. Chers beaux-frères et sœurs, 2 mots pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai repos parce qu'on va se faire vacciner cet après-midi contre la typhoïde. Il paraît que ça fait beaucoup souffrir. J'ai reçu ta lettre ces jours-ci, elle m'a fait bien plaisir. J'espère qu'Albert aura commencé la boîte car aujourd'hui, il m'a été barboté un quart de chocolat que j'avais payé 0,50. Ça fait pas beaucoup plaisir, surtout quand on est soldat, n'est pas bien riche. J'espère que Maurice est toujours mignon et qu'il reconnaîtra son tonton Pierre sur la carte et qu'il aura pas pour, comme il dirait. Bien des choses chez la famille d'Albert. Je vous embrasse, votre frère Pierre. François Perrault à son épouse, le 7 mai 1915. Ma chère épouse, je profite d'un instant pour vous souhaiter le bonjour, vous dire que je suis en bonne santé. Tu feras comme tu pourras si je tombe au champ de bataille. Nous devons nous battre ces jours-ci. Quand tu recevras ma carte, ce sera fait. Ton Barry qui t'embrasse de loin. Au revoir, à la volonté du bon Dieu. François Perrault, cultivateur, 70e régiment d'infanterie, est porté disparu et déclaré tué à l'ennemi le 9 mai 1915 à Rauclincourt dans le Pas-de-Calais. Joseph Tranchant reçoit une lettre d'un copain. Dans les tranchées de Beaumont le 18 janvier 1915. Cher copain, je mets la main à la plume pour te donner de mes nouvelles qui sont assez bonnes pour le moment. Et j'espère bien que tu sois de même en bonne santé, malgré ta blessure qui ne doit pas être bien grave, mais bien grave assez. De toute manière, si tu peux passer ton restant de la guerre, c'est un bonheur pour toi, car je crois qu'il n'a encore jamais fait aussi mauvais dans les tranchées comme il fait. Avec l'eau dedans, et ils font rien que s'écouler. Enfin, cher copain, tu dois savoir que le caporal Girard a été tué à Colincan par une marmite de Boche. Il est mort 2 jours après à Achou, lui et puis un autre. Il y a des blessés tous les jours, quelques-uns, comme d'habitude. Les copains de l'Escourade te souhaitent bien le bonjour et de ne pas trop te presser à te guérir pour pas avoir la peine de revenir, car il ne fait pas beau aujourd'hui. Il tombe de la neige qui n'est pas chaude. Je ne vois plus grand-chose à te dire pour le moment. Je finis ma lettre en te serrant la main de loin. Ton copain qui pense toujours à toi, Bockel Henri, au 137 de ligne, 11e compagnie, secteur postal numéro 82. Histoire de François et Pierre Corbillet, racontée par Pierre, leur fils et petit-neveu. J'ai demandé un jour à mon père, Pierre Corbillet, engagé volontaire le 3 avril 1917 au 1er régiment d'artillerie coloniale, pourquoi avait-il fait cette formalité, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il voulait voir du pays, prendre le train pour la première fois et servir son pays aussi, la France, et en même temps toucher une prime à l'engagement, car l'engagement était de 5 ans, avec les permissions de son père, car la majorité était à 21 ans à l'époque. Il ne sera pas blessé, mais à la fin de la guerre, son engagement n'était pas terminé, évidemment. Il avait encore presque 3 ans à faire.
Donc il va être dirigé automatiquement sur une autre guerre, celle contre Abdelkrim au Maroc. Il sera donc militaire là-bas au Maroc avec les Goumiers et les légions étrangères, contre Abdelkader, le patron des Marocains dissidents. Il reviendra 3 ans plus tard avec le grade de sous-lieutenant. François-Joseph Corbillet était le frère de mon grand-père Jacques Corbillet. Né en 1873, à la déclaration de la guerre, il navigue comme officier mécanicien sur le vapeur Ville de Tamatave. Débarque à Rio de Janeiro pour congé et revient en France sur le vapeur Vosges, qui fait naufrage au large de Rio le 19 octobre 1914. Il reprend la navigation, participant à l'approvisionnement de la France. Le 24 décembre 1915, il est second mécanicien à bord du Ville de la Ciotat, qui est torpillé au large de la Crète, faisant 81 disparus. Il survivra et continuera de naviguer durant tout le conflit. Par la suite, il nous a raconté cette anecdote assez amusante. Lorsqu'il a fait naufrage sur l'embarcation où il était rescapé, à vrai dire, il avait un chapeau feutre qu'il avait acheté à Missillac, chapellerie Sarzeau, place de la Bascule, et ce chapeau lui a servi entre autres à écoper dans le navire qui prenait l'eau. Il terminera à Mer de Binic dans les Côtes-d'Armor, près de Saint-Brieuc. Il sera décoré de la Légion d'honneur et de la médaille du mérite maritime. Lettre à une famille missillacaise d'un soldat hospitalisé un temps à Saint-Charles et donnant des nouvelles du front qui l'a rejoint. Le 23 mai 1917. Mademoiselle, je suis très heureux de pouvoir vous donner de mes nouvelles ainsi qu'à vos parents, dont je garde toujours le souvenir. En ce moment, je suis au repos depuis quelques jours, et je vous assure que c'est du repos, bien mérité, car on vient de faire 26 jours de ligne. On a attaqué et tenu les positions. J'ai eu le bonheur encore, cette fois, de rien attraper. Mais hélas, que de camarades y sont restés. Certes, vous avez vu sur les journaux les combats qu'ils se sont livrés depuis la dernière quinzaine d'avril du côté de Craonne. Eh bien, nous autres, on se trouvait juste un peu à droite lorsqu'on a attaqué. Maintenant, on se trouve au repos à une quinzaine de kilomètres en arrière. Maintenant, j'attends avec impatience la permission, car voilà mon tour qui s'approche et je voudrais bien pouvoir partir avant de remonter en ligne. Car je vous assure que cela ne me dit rien de remonter là-haut, avant d'aller faire un tour au pays. Car, que voulez-vous, maintenant on va être forcé de s'habituer à cette vie, puisque cette maudite guerre ne veut pas finir. Et ce n'est pas pour demain que l'on verra la fin, ni peut-être pour cette année. C'est malheureux à dire, mais que voulez-vous, ce sera peut-être vrai tout de même, enfin l'avenir nous l'apprendra. Je songe toujours aux petits moments que j'ai passés à l'hôpital de Missillac, où vraiment j'étais plus heureux qu'aujourd'hui. Dire qu'à ce moment-là, je ne comptais pas retourner au front. Et depuis avoir été blessé, une autre fois guéri, et voilà 8 mois que je n'ai pas quitté. Ah, que c'est long quand même. Dire que je n'aurais pas eu une petite blessure pour aller passer l'été à l'hôpital. Que de fois je l'ai demandé la blessure dans les 26 jours que j'ai passés là-haut. Mais enfin, que voulez-vous? Il faut prendre le temps comme il nous arrive. Allons, mademoiselle, il me reste à vous souhaiter maintenant bien le bonjour, ainsi qu'à vos parents, dont je garderai toujours le souvenir, et bonne santé à tous. Bien le bonjour de ma part au vieux qui faisait le cidre avec moi. Dites-le lui que Valère, ma foi, il ne s'en fait jamais de trop. Recevez, mademoiselle, mes sentiments les plus respectueux. Grimaud Valère, 46e infanterie, 11e compagnie, secteur 41. « 1914. Chabot Alphonse, Dubois Julien, Fréhel Eugène, Glotin Édouard. Guéneuf Louis,
Guilleneuf, Louis. Leflot, François. Leroux, Jules. Le Sang, Julien. Maléco, Pierre. Peignet, Alphonse. Pourchasse, Julien. Rico, Pierre. Rual, Henri. Serrault, Pierre. 1915. Ono, René. Berceget, Joseph. Berceget, Auguste. Berceget, Émile. Boussard, Paul. Couy, Pierre. Couy, Alexis. David, Jean. Cornet, Alphonse. Chailloux, Émile. Guillemin, Jean. Hugron, Auguste. Le Goff, Laurent. Leroux, Thomas. Perret, Auguste. Perret, François. Renac, Pierre. Rival, Pierre. Roal, Émile. 1916. Alain, Louis. Durand, Louis. Gélard, Victor. Guillemin, Jean. Leroux, Jean. Letiec, Marcel. Magri, Paul. Perret, Jean. Rico, Auguste. 1917. Alain, François. Bouillot, Pierre. David, Auguste. Jody, Pierre. Ruot, Jean. 1918. Couvrant, François. Guilleneuf, Albert. Jubert, Pierre. Legore, Pierre. Legrand, Emmanuel. 1919. Clément, Pierre. Giquel, François. Noblet, Jean. Perrault, Louis. Pirot, Jean.